Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Au sommaire, en ce mardi de la politique tout d'abord avec le gouvernement qui a nommé un nouveau délégué qui sera chargé de veiller au respect des engagements de la République tchèque vis-à-vis de l'OTAN. Et ce notamment en matière de dépenses de défense, un point sur lequel la République tchèque est souvent critiquée ces derniers temps. Nous parlerons aussi découverte et histoire avec un fossile rarissime découvert sur le chantier du métro de Prague, ou encore de culture avec le musée Kampa à Prague qui expose jusqu'à la fin de cette semaine quelques 80 magnifiques bouquets de fleurs de Václav Špala. Václav Špala, on va le découvrir, qui était un maître du modernisme tchèque. Mais avant tout cela, le Flash Info préparé et présenté par Alexis Rosenzweig. Très bonne écoute de Radio Prague International en français. Les informations. Les présidents de la Tchéquie, de la Slovaquie et de l'Autriche sont réunis ce mardi à Bratislava, la capitale slovaque, pour discuter des questions actuelles de politique étrangère, notamment de la sécurité énergétique. Les discussions devaient également porter sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, ainsi que sur les défis et opportunités que les technologies numériques représentent pour la jeune génération. Le sommet du format dit de Slavkov, ou S3, comprendra aussi des présentations de projets innovants réalisés par des étudiants des trois pays. Le président tchèque Petr Pavel rencontre son homologue slovaque Peter Pellegrini, ainsi que le président autrichien Alexander van der Bellen au château de Devin, précédant un déjeuner de travail organisé sur le Danube à bord du bateau appelé Harmonia. L'après-midi devait se dérouler au musée d'art moderne Danubiana à la périphérie de Bratislava. Ce format de Slavkov est l'un des cadres de coopération en Europe centrale. Et puis Petr Pavel et le Premier ministre Andrej Babiš se sont accordés sur 4 modifications concernant les nominations d'ambassadeurs. Le président de la République a toutefois indiqué qu'il ne commenterait pas ces changements pour le moment. La précédente coalition gouvernementale dirigée par Petr Fiala avait approuvé une résolution sur l'envoi de diplomates à l'étranger, mais le gouvernement Babiš a annulé ces décisions fin janvier. Le chef de la diplomatie, Petr Matšinka, avait alors déclaré vouloir reprendre le processus de sélection de manière transparente et en accord avec les priorités du nouveau gouvernement. Les noms des ambassadeurs doivent être signés par le chef de l'État. Le nouveau gouvernement a exprimé des doutes sur le fait que la proposition approuvée par le gouvernement Fiala reflétait également ses propres priorités. Au départ, il voulait annuler l'ensemble des nominations, mais finalement, nous nous sommes entendus avec le Premier ministre. Je respecte son souhait d'avoir dans certains pays des personnes auxquelles il fait peut-être davantage confiance. Et nous nous sommes mis d'accord sur 4 changements. C'est ce qu'a déclaré le président Petr Pavel. Le dirigeant de l'association des Allemands des Sudètes, la Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bernd Posselt, ne parlera pas des décrets Beneš lors de son discours pendant le congrès de Brno la semaine prochaine, même s'il dit ne pas être d'accord avec ces textes qu'il considère fondés sur le principe de la culpabilité collective. J'ai sur cette question le même avis que Václav Havel, qui critiquait les décrets parce qu'il était opposé à la culpabilité collective. Le problème des décrets Beneš est justement qu'ils reposaient sur ce principe, mais cela appartient à l'histoire. Nous ne pouvons plus la changer, même si nous pouvons en discuter. En ce moment, les Tchèques débattent de ces questions avec nous, ainsi que de nombreux autres sujets. C'est ce qu'a déclaré Bernd Posselt au quotidien tchèque Mladá fronta Dnes. Ce congrès des Allemands des Sudètes est prévu du 22 au 25 mai à Brno. Ce sera la première fois qu'il aura lieu en Tchéquie dans le cadre du festival Meeting Brno. La coalition gouvernementale composée par ANO, le SPD et les automobilistes a toutefois proposé à la Chambre des députés une résolution exprimant son opposition à l'organisation de ce congrès en Tchéquie. Les débats sur cette résolution doivent reprendre ce jeudi. On passe au sport avec du football et la première liste, la pré-liste pour la Coupe du Monde de la part du sélectionneur tchèque. 54 joueurs au total devaient être présentés avant lundi à la FIFA. Et à noter que les joueurs du Slavia, Tomáš Chori, l'attaquant, et Doudiera, le défenseur, font partie de cette première liste, même s'ils ont été écartés
du collectif du club du Slavia Prague après les incidents qui ont émaillé le derby entre le Sparta et le Slavia ce week-end. Pour en savoir plus sur les conséquences et le verdict de la commission de discipline à propos de ces graves incidents qui se sont déroulés pendant ce match avec l'entrée des supporters sur le terrain notamment, eh bien c'est sur notre site français.radio.cz ainsi que pour toutes les autres infos. Juste un mot sur la météo en vous disant que les températures commencent à remonter, 14 degrés annoncés pour ce mercredi 13 mai à Prague. Tout de suite maintenant, la suite de notre programme. Radio Prague International, le programme francophone. Alors qu'il lui est souvent reproché ces derniers temps de consacrer une part insuffisante de son budget aux dépenses de défense, le gouvernement a nommé lundi un nouveau délégué qui sera chargé de veiller précisément au respect des engagements de la République tchèque vis-à-vis de l'OTAN, avec pour première mission de jongler avec les chiffres pour faire en sorte que l'objectif des 2% du produit intérieur brut soit atteint. Zatím to vypadá, že ani my nesplníme, ale my uděláme proto maximum. My jsme se domluvili s generálním tajemníkem NATO, že o tom budeme vyjednávat. Après la visite du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte, à Prague en avril dernier, Andrej Babiš, comme on vient de l'entendre, l'avait reconnu. Cette année, la République tchèque consacrera bien moins de 2% de ce produit intérieur brut aux dépenses de défense. Selon une évaluation faite par les responsables de l'OTAN, il ne s'agira même que d'une part très précisément de 1,78%. Mais comme dernièrement encore à Erevan, lors de sa participation au sommet de la communauté politique européenne, un sommet en marge duquel il avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Andrej Babiš donc, bien qu'il considère que l'organisation politico-militaire dispose de données différentes de celles de son cabinet, l'a aussi promis. Il fera désormais tout son possible pour parvenir à ces fameux 2%, un défi qu'Andrej Babiš a même qualifié, je cite, de nouvelles priorités clés pour son gouvernement. My uděláme všechno proto, aby jsme minimálně ty 2% splnili v tomhle roce. 2 semaines plus tard, c'est dans ce contexte qu'est intervenue la nomination de Jakub Landowski, ancien ministre adjoint de la Défense et ancien ambassadeur tchèque auprès de l'OTAN. Cet avocat et politologue de formation, Jakub Landowski, donc, qui occupait les fonctions de directeur exécutif de l'antenne centre-européenne de l'Institut Aspen il y a quelques mois encore, a été chargé de la coordination et de la supervision du respect des engagements de la République tchèque envers l'OTAN, et donc notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. On écoute Jakub Landowski. Je serai certainement en mesure, au nom de la République tchèque, de fournir des informations précises sur les dépenses pouvant être reconnues ou non comme des dépenses de défense. Je suis absolument certain que la République tchèque atteindra ces 2% et il s'agira alors d'une première historique car le gouvernement précédent, bien qu'il prétende le contraire, n'y est pas parvenu. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de date précise car je ne sais pas quel sera le PIB et je ne sais pas non plus tout ce qui sera pris en compte dans ce calcul. Fin avril, Andrej Babiš a déclaré que le gouvernement précédent, dirigé, rappelons-le, par le conservateur Petr Fiala, n'avait lui non plus pas respecté cet engagement des 2% l'année dernière, l'OTAN ayant reconnu, selon lui, des dépenses de défense ne s'élevant qu'à 1,85% du PIB. Une déclaration à laquelle Petr Fiala et l'ancienne ministre de la Défense, Jana Černochová, ont réagi en accusant Andrej Babiš de mentir, la République tchèque ayant, selon eux, consacré 2,01% de son PIB à la défense en 2025. Ce qui est sûr, c'est que pour 2026, le ministère de la Défense dispose d'un budget d'environ 6 milliards 300 millions d'euros et selon les prévisions faites par le gouvernement et la loi des finances, ce sont au total près de 7 milliards et demi d'euros qui seront consacrés aux dépenses de défense.
Selon les experts, près de 820 millions d'euros manqueraient donc encore pour que la République tchèque puisse atteindre cet objectif des 2% et ainsi considérer qu'elle est dans les clous, ne serait-ce que pour cette année. C'est donc précisément cette mission qui a été confiée à Jakub Landowski. Il s'agit d'une mission déterminée par 2 chiffres. Il y a d'abord le montant des dépenses de défense directes du ministère de la Défense qui, si l'on s'en tient aux dernières déclarations du Premier ministre, et comme c'est d'ailleurs l'usage au sein de l'Alliance, devrait se situer quelque part au-dessus de 2% du PIB. Bien sûr, nous ne savons pas quel sera le chiffre exact, mais la part devrait se situer dans cette fourchette et d'ici à 2035, soit donc dans 10 ans, elle devrait atteindre 3,5% du PIB, conformément à ce qui avait été défini. À cela s'ajoutent les dépenses liées à la résilience de la République tchèque et à sa sécurité. Celles-ci ne sont pas directement liées à la défense et c'est la raison pour laquelle la création de cette fonction de délégué est logique, car ces autres dépenses sont réparties entre les différents ministères. Cela va de la santé au transport en passant par le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'Agriculture. Il convient donc de travailler de manière transversale et d'impliquer les différents ministères dans ces activités, car la défense n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Défense, mais de l'ensemble du gouvernement et de toute la République tchèque. Pour rappel, après s'être engagé lors d'un sommet au pays de Galles en 2014 à stopper la baisse de leur budget de défense et à chercher à se rapprocher dans les 10 années à venir des 2% du PIB dans une volonté de contribuer à l'effort de défense commun, les pays alliés au sein de l'OTAN ont convenu en 2025 à La Haye cette fois d'un nouvel objectif consistant à porter les dépenses totales de défense et de sécurité à 5% du PIB d'ici à 10 ans, dont 3,5% consacrés exclusivement à l'armement. Si elle n'est certainement pas la seule dans ce cas, la République tchèque, on le voit bien, pour l'heure, n'en reste donc pas moins très loin du compte. En creusant le sol, dans le cadre des travaux de construction de la ligne D du métro pragois, une découverte exceptionnelle a été réalisée. Une nouvelle espèce d'anthropode préhistorique inconnue jusqu'ici des scientifiques a en effet été mise au jour dans les gravats. Plus de détails avec Anna Kubishta. L'animal baptisé Somaspis laboutaï a vécu il y a environ 448 millions d'années à l'Ordovicien supérieur, donc bien avant les dinosaures. Son nom rend hommage à celui qui l'a découvert, le collectionneur de fossiles et gérant du musée Trilobit à Prague, Radek Labutia, latinisé en laboutaï selon les conventions scientifiques. C'est lui qui a remarqué le spécimen dans des déblais provenant du chantier du métro pragois. Le fossile mesure à peine 2 cm, mais pour les chercheurs tchèques, son importance est inversement proportionnelle à sa taille. Cette espèce appartient à un groupe très rare d'arthropodes marins primitifs, comme le décrit Lukáš Leibl de l'Institut de géologie de l'Académie des sciences, spécialiste des trilobites. So it was a tiny arthropod. C'était un minuscule arthropode, un animal doté de pattes articulées et d'une enveloppe externe articulée appelée exosquelette. Il était apparenté aux trilobites que beaucoup de gens reconnaissent grâce à leur carapace très dure. Cet animal, en revanche, avait un corps entièrement mou. Son anatomie ressemblait davantage à celle d'une araignée. Il était donc très souple, ce qui rend sa conservation sous forme de fossile particulièrement surprenante. Normalement, les fossiles ne préservent que les parties dures comme les coquilles ou les os et non les tissus mous. Jusqu'à présent, les représentants connus de cette famille avaient essentiellement été retrouvés en Afrique du Sud, donc bien loin de Prague. La présence d'un parent proche au cœur de l'Europe bouleverse donc certaines hypothèses sur la répartition des espèces marines à cette époque où la Terre avait une toute autre apparence que celle qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'époque de l'Ordovicien supérieur, il faut imaginer la Bohème sous une mer tropicale peu profonde. Les couches rocheuses qui traversent Prague conservent encore les traces de cet ancien monde marin. C'est d'ailleurs le grand mérite
suite de l'immense collection de trilobites rassemblée par le français Joachim Barrand au XIXe siècle et donnée au Musée national de rappeler ce passé très lointain. Les collectionneurs de fossiles et les scientifiques savent bien que de gros travaux comme ceux du métro sont parfois l'occasion de découvertes paléontologiques majeures. Ils ne s'y sont donc pas trompés avec la mise au jour de Somaspis Labutaï, d'ores et déjà considérée comme l'une des plus importantes trouvailles récentes. Car pour Lukas Schleibel, l'animal appartient à une lignée ayant survécu à l'un des épisodes les plus catastrophiques de l'histoire de la Terre, la première extinction de masse. Cette découverte nous apprend des choses sur la manière dont certains animaux ont réussi à survivre à d'importants bouleversements climatiques. Cette espèce vivait à la toute fin de la période ordovicienne, après la première extinction de masse. En revanche, le spécimen découvert à Prague vivait avant cette extinction. Cela montre que ce groupe d'animaux a traversé cet événement catastrophique. Nous savons que cette extinction a été provoquée par un refroidissement climatique global et par une glaciation. De nombreux animaux de l'époque, notamment certains trilobites et d'autres invertébrés marins, ont disparu. Mais pas ces animaux-là. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à survivre. Nous pensons que cela s'explique par le fait qu'ils vivaient dans des environnements marins très profonds et qu'ils étaient adaptés à des conditions pauvres en oxygène. En somme, c'étaient des animaux extrêmement coriaces, capables de survivre dans des milieux hostiles, ce qui les a probablement aidés à traverser cette extinction de masse. Ainsi, cet arthropode est un témoin direct d'une période charnière de l'évolution qui montre aussi comment certains organismes ont la capacité de résister à des bouleversements écologiques majeurs. Les scientifiques collaborent désormais étroitement avec les entreprises de construction pour examiner les déblais avant qu'ils ne disparaissent. La découverte de Somaspis Labutaï rappelle aussi le rôle essentiel des amateurs dans la recherche scientifique. Sans l'œil expérimenté de Radek Labutia, le fossile aurait probablement fini broyé parmi les gravats du chantier. La recherche de fossiles comporte toujours une part de chance, parce que l'on ne sait jamais si un fossile se cache à l'intérieur de la roche que l'on fend. Mais cela demande aussi une véritable expertise. Il faut savoir où chercher et quel type de roches ont le plus de potentiel. Le collègue qui l'a découvert, Radek Labutia, est un collectionneur extrêmement compétent et patient. Le fossile lui-même est assez petit, environ 2 cm de long, et il n'est pas très visible. Certaines personnes pourraient même ne pas le remarquer. C'est donc clairement grâce à son expérience et à son sens de l'observation qu'il a réussi à l'identifier. Pour les paléontologues tchèques, ce n'est probablement qu'un début. Les déblais du métro D continuent donc d'être analysés. Les chercheurs espèrent déjà faire d'autres découvertes. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague International en français. On parle maintenant culture. Maître du modernisme tchèque quasi inconnu à l'étranger, Václav Špala figure aujourd'hui parmi les artistes les plus recherchés par les collectionneurs d'art en Tchéquie. Décédé il y a tout juste 80 ans, le 12 mai 1946, Václav Špala est principalement connu pour ses paysages en bleu à l'influence cubiste, ainsi que pour ses natures mortes aux fleurs. Dans l'entre-deux-guerres notamment, l'artiste a réalisé quelques 800 bouquets de fleurs, dont 300 sont à présent introuvables. Le musée Kampa à Prague expose, encore jusqu'à la fin de cette semaine, 80 magnifiques bouquets de fleurs, donc de Václav Špala, une exposition à succès qui risque de battre le record de fréquentation du musée cette année, et ce, comme nous l'explique Magdalena Rozinkova. Tak kytky, protože jsem hledal způsob, jak Špálu představit trochu jinak a ke svému vlastnímu přesvědčení. Lorsque je cherchais sous quel angle présenter l'œuvre de Václav Špala au grand public, j'ai appris avec stupéfaction qu'aucune exposition n'avait jamais été consacrée spécialement à ces bouquets de fleurs, explique le commissaire de l'exposition Jan Skrivánek, et il poursuit.
Même si Špala était considéré de son vivant déjà comme un grand artiste, les critiques d'art ont toujours sous-estimé et négligé cet aspect-là de sa création. Ils trouvaient que ses bouquets étaient un sujet commercial puisqu'ils lui permettaient de bien gagner sa vie, qu'ils étaient un peu tous pareils et n'y voyaient aucune évolution artistique. Personnellement, je ne partage pas cette opinion. Depuis les années 1960, il est tout à fait courant que des artistes réalisent des œuvres en série, parfois juste pour capturer le moment présent ou marquer le temps qui passe. Je pense que nous pouvons adopter ce même point de vue également pour les œuvres plus anciennes, y compris celles de l'avant-garde tchèque du début du XXe siècle. Chez Špala, c'est d'autant plus facile qu'à partir de 1926, l'artiste a soigneusement tenu un registre de son œuvre. À partir de 1933, il a marqué dans son cahier la date précise de la réalisation de telle ou telle peinture. Václav Špala s'est expliqué lui-même à ce sujet. On peut lire ses propos sur l'un des panneaux de l'exposition au musée Campa. On me reproche de peindre si souvent des bouquets. Or, les fleurs vivent avec nous, enflamment notre âme et nous appellent directement à prolonger leur courte existence, à faire perdurer leur charme. Immortalisées par la peinture, les fleurs accompagnent nos jours, qu'ils soient remplis de bonheur ou de tristesse. Jour après jour, les visiteurs de l'exposition peuvent ainsi observer le calendrier pictural de l'artiste et qui est resté pratiquement inchangé d'une année sur l'autre. En avril, Špala commençait à peindre des anémones, bientôt remplacées par de grands bouquets de tulipes aux couleurs éclatantes, ainsi que par des lilas, des jacinthes, des pensées ou encore du muguet, ses fleurs préférées. Rien qu'à lui, le peintre a consacré 160 peintures. De la mi-mai à la fin juin, les pivoines étaient au centre de son intérêt. En été, l'artiste partait à la campagne pour se consacrer davantage aux paysages, considérés aujourd'hui comme ses chefs-d'œuvre, notamment au bassin des rivières Otava, Vltava, Sázava et Berounka. Sa palette était alors dominée par le bleu, couleur avec laquelle l'artiste parvenait même à exprimer la chaleur d'été. Le peintre avait non seulement l'habitude de répertorier ses natures mortes aux fleurs, mais aussi de les classer selon leur qualité, comme l'explique Jan Skřibánek. Ces évaluations sont mentionnées sur les légendes de tableaux dans l'exposition. Il utilisait les mentions 1 à 4. Les bouquets de fleurs qui avaient le numéro 4 étaient les meilleurs, à ses yeux. Václav Špala les qualifiait de primissima. Selon ses archives, il en existe 4, mais on ne sait pas où ils se trouvent. J'ai réussi à en retrouver un seul dans les collections de la galerie de Hrobnice nad Labem. Il est bien sûr exposé au musée Campa et il figure aussi sur l'affiche de l'exposition. Mais personnellement, je n'ai pas réussi à déchiffrer les règles selon lesquelles le peintre évaluait ses tableaux. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Une autre spécialité de Václav Špala était de combiner les natures mortes aux fleurs et les paysages, comme l'explique Marcel Fischer, directeur de la galerie de Cheb en Bohême occidentale, qui a prêté plusieurs tableaux de sa collection au musée Campa. Václav Špala kladl do pozadí svých kytic své krajinomalby. Václav Špala avait l'habitude de placer des fragments tirés de ses paysages en arrière-plan de ses natures mortes aux fleurs. Cela crée une sorte de tableau dans le tableau. L'un des tableaux que nous avons à Cheb et qui est à voir actuellement à Prague est particulièrement intéressant. On y voit des fleurs dans une cruche et au coin où il y a le fragment d'une autre nature morte avec la même cruche que le peintre avait réalisé quelques heures plus tôt. Ce premier tableau est aujourd'hui exposé à la Galerie nationale de Prague. Pour répondre à l'intérêt du public, le musée Campa a prolongé jusqu'au 17 mai ses heures d'ouverture jusqu'à 20h. Il est également possible de consulter les natures mortes aux fleurs de Václav Špala via une application développée par le musée et les journalistes du site d'information de la radio tchèque iRozhlas. Le parc de l'Etna s'impose comme l'un des lieux préférés des Pragois pour s'adonner à la course à pied.
Évoluant au fil de la journée, l'Etna est un lieu vivant sur les hauteurs de la ville qui attire des visiteurs nombreux et très variés. Et une fois le footing terminé, il est même possible d'y profiter à la fois d'un verre au soleil bien mérité ainsi que d'une vue imprenable sur Prague. Reportage signé Inès Cuvillier. Tintement des éco-cups, éclats de rire et chants des oiseaux en fond sonore bienvenue au parc de l'Etna. Dans la partie est du parc se situe le Beer Garden, un espace aménagé où les tables tendent les bras aux coureurs fatigués, dont certains viennent s'y réhydrater. Tous se retrouvent ici, familles en roller, enfants qui jouent, chiens qui courent ou véritables coureurs ou encore jeunes apprentis skateurs. Mais avant de profiter de cette atmosphère, l'accès au parc se mérite. Si vous arrivez à l'Etna par le pont Tcherouv Most, qui se trouve à son pied, près de 200 marches vous attendent. De quoi faire monter le cardio très rapidement et solliciter les ischios dès les premières minutes. Un échauffement exigeant, mais idéal pour se mettre en jambes. Une fois en haut, la récompense ne se fait pas attendre. L'Etna se dévoile progressivement. Situé dans le 7e arrondissement de Prague, à 2 pas du centre historique, non loin du château de Prague ou encore du stade du Sparta, le parc offre un équilibre parfait entre nature et ville. De larges allées, une grande étendue verte et surtout une vue panoramique sur la rivière. Un cadre qui attire aussi bien les Pragois que les visiteurs de passage, comme ces 3 amis venus visiter Prague le temps d'un week-end. Séduits, Lisa, Franzi et Timo ont trouvé de la place dans leurs valises pour y glisser leurs chaussures de course. My name is Lisa and I'm from the Netherlands. I am Francie, I'm 23 years old. My name is Timo, I'm 23. 24, oh 24. Yes, 24. I most of the time take them if I know I will have time to run, then I'm mostly... Je prends souvent mes chaussures de course avec moi en vacances, surtout quand je sais que j'aurai le temps de courir. Quand je suis dans une ville, j'aime la découvrir en courant. J'enfile mes baskets et je pars à la recherche d'un parc. With my shoes and look for a park or nice spots to run. A friend of ours told us that it's really nice to go running here in Prague, and since I go running... On a entendu dire par des amis que Prague était une ville très agréable pour courir. Et puisque je cours essentiellement quand je suis avec des amis, je me suis dit que c'était une bonne opportunité ici. Since I go running with my friends, I was like, yeah, I'm going to take them with me. À l'Etna, les bonnes conditions de course sont réunies. Après les marches, le parcours est beaucoup plus roulant. Le parc s'étend sur environ 1,5 km de long et la grande boucle permet d'atteindre les 4 voire 5 km. Avec un dénivelé relativement faible et des chemins globalement plats, il est facile d'y trouver son rythme, que ce soit pour un footing tranquille ou une séance plus soutenue grâce à une longue allée en ligne droite. Un aspect confirmé par les habitués du parc, on a demandé à Simona, coureuse pragoise, pourquoi elle venait courir ici. Le parc a une bonne taille, il n'est pas bondé de monde, donc chacun peut y trouver sa place, les coureurs comme les marcheurs. C'est parfait ici, on est un peu en hauteur, donc l'air est meilleur que dans le centre-ville. J'habite près du parc de l'Etna et je n'aime pas courir en centre-ville. Je préfère les chemins en terre plutôt que l'asphalte. Ici, c'est l'endroit idéal. Mais courir à l'Etna, c'est aussi se plonger dans un lieu chargé d'histoire. L'Esplanade fait partie des premiers parcs publics aménagés à Prague et au détour du parcours, difficile de manquer une structure imposante, un métronome de 23 mètres de haut. Édifié après la Révolution, ce métronome géant se trouve à l'endroit où jusqu'au début des années 1950 s'élevait une statue monumentale de Staline. Aujourd'hui, le lieu offre l'un des plus beaux points de vue, sur la rivière et sur les ponts de la ville. Un arrêt parfait pour prendre une photo en même temps que de reprendre ce souffle. Voilà, c'est la fin pour ce mardi du programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Ahoj.